Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Ne réveille pas les enfants d'Ariane Chemin, lu par Vanessa Bilaudoir. Ne réveille pas les enfants. Ariane Chemin. Édition du sous-sol. Plane sur nous une indéfinissable malédiction. C'est peut-être cela la peur panique, sans objet précis, sans fondement. Mouloud Feraoun, journal, 1955-1962. 24 mars 2022. 5 personnes issues d'une même famille française sont tombées d'un immeuble, ce jeudi matin à Montreux, Suisse, indique la police. Elles ont chuté depuis leur balcon au 7e étage. 4 personnes ont perdu la vie, une 5e est dans un état critique. Les circonstances du drame restent encore indéterminées. Il apparaît que les 5 personnes sont les membres d'une même famille de ressortissants français. Le père de 40 ans, son épouse de 41 ans, la sœur jumelle de celle-ci et la fille du couple âgée de 8 ans sont les 4 personnes décédées. Le fils, âgé de 15 ans, est hospitalisé dans un état grave, a indiqué la police cantonale vaudoise dans un communiqué. L'incident a mobilisé plusieurs patrouilles de gendarmerie, les médecins légistes et les sapeurs-pompiers du secteur. Des fleurs ont été déposées près du lieu. Selon le canton de Vaud, qui a publié un compte-rendu détaillé de l'intervention policière, le drame se serait déroulé après que 2 gendarmes se sont rendus devant l'appartement pour exécuter un mandat d'amener délivré par la préfecture en lien avec la scolarisation à domicile d'un enfant. Le mandat concernait le père de famille, un Français de 40 ans, domicilié dans cet appartement. Les gendarmes ont frappé à la porte. Une voix leur a demandé qui était là. Les gendarmes se sont annoncés. Puis, plus rien. Les gendarmes n'ont alors plus entendu de bruit dans l'appartement, détaille le communiqué. Les gendarmes n'ont pas pu entrer dans l'appartement, et c'est visiblement dans ce moment-là que la décision a été prise par cette famille de se lancer en bas du balcon depuis le 7e étage, a indiqué le porte-parole de la police cantonale vaudoise, Jean-Christophe Sautrel, à la radio suisse publique RTS. Les forces de l'ordre ont alors décidé de quitter les lieux. Dans l'intervalle, un témoin a appelé la police pour signaler que des personnes étaient tombées depuis le balcon d'un appartement, explique le canton de Vaud. La présence d'une autre personne dans l'appartement au moment des faits a pu être exclue, indique la police cantonale vaudoise. Une enquête a été ouverte par le procureur de service qui a confié les investigations aux enquêteurs de la police de sûreté. Agence France Presse. 15 mars 1962. Effroyable tuerie à Alger. Le jeudi 15 mars 1962, à midi, les téléx de l'AFP et de l'agence UPI crépitent à l'annonce d'une terrible nouvelle, reprise par la télévision nationale et Europe 1 dans leurs journaux de 13 heures. 6 professeurs ont été assassinés par l'organisation de l'armée secrète OAS en début de matinée. Les récits des correspondants en Algérie sont imprécis, parfois largement inventés. Avec le recul qu'offre le travail de l'histoire et du temps, la moitié des détails rapportés sont faux. La presse entière cite le nom de la victime la plus connue, Mouloud Feraoun. Nous sommes 3 jours avant la signature des accords d'Évian, qui mettent fin à la guerre d'Algérie. Le 18 mars 1962, l'hommage de l'ancienne résistante Germaine Tillion à son vieil ami Feraoun fait la une du Monde. Il est titré « La bêtise qui froidement assassine ». Mouloud Feraoun était un écrivain de grande race, un homme fier et modeste à la fois. Mais quand je pense à lui,
le premier mot qui me vient aux lèvres, c'est le mot « bonté ». J'aimais sa conversation passionnante, pleine d'humour, d'images, toujours au plus près du réel. Mais à l'intérieur de chaque événement décrit, il y avait toujours comme une petite lampe qui brillait tout doucement. Son amour de la vie, des êtres, ce refus de croire à la totale méchanceté des hommes et du destin. Certes, il souffrait plus que quiconque de cette guerre fratricide. Certes, il était inquiet pour ses 6 enfants, mais dans les jours les plus noirs, il continuait à espérer que le bon sens serait finalement plus fort que la bêtise. Et la bêtise, la féroce bêtise, l'a tué. Non, pas tué, assassiné. Froidement, délibérément. Cet honnête homme, cet homme bon, cet homme qui n'avait jamais fait de tort à quiconque, qui avait dévoué sa vie au bien public, qui était l'un des plus grands écrivains de l'Algérie, a été assassiné, parce que cela entrait dans les calculs imbéciles des singes sanglants qui font la loi à Alger. Le lundi 19 mars, le ministre de l'Éducation nationale du gouvernement de Michel Debré demande 1 minute de silence dans toutes les écoles de métropole. L'université française tout entière s'associe au deuil qui, une fois encore, frappe si douloureusement l'Académie d'Alger. Un groupe de tueurs de l'OAS a lâchement assassiné 6 de nos collègues, dont les noms devaient être cités à la jeunesse de France. Unis dans le sacrifice, comme ils l'étaient dans leur œuvre d'éducation, ils doivent le demeurer dans notre souvenir. Parmi les noms cités dont il faudrait pour toujours se souvenir, se trouve celui de Mouloud Feraoun, père de 6 enfants. 1. 4 tombes blanches. L'enterrement s'est terminé avant d'avoir commencé. Les obsèques des 4 Français de Montreux ont eu lieu 1 mois après le drame, le temps nécessaire aux autopsies. Le 26 avril 2022, la Tribune de Genève et quelques quotidiens suisses publient l'annonce de la cérémonie de funérailles des 2 jumelles nées Feraoun, du mari de l'une d'elles et de leur fille. La famille Feraoun a la profonde tristesse de vous faire part des décès, le 24 mars 2022, de Madame Nargis Feraoun Gama, à l'âge de 41 ans, chirurgien ophtalmologue, ancien élève de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Madame Nasrine Feraoun David, à l'âge de 41 ans, chirurgien dentiste, orthodontiste. Monsieur Éric David, à l'âge de 40 ans, polytechnicien, ingénieur du corps des mines, et de leur fille, Elena David, à l'âge de 8 ans. L'inhumation aura lieu le 28 avril 2022 à 14h, au cimetière de Clarence à Montreux, Suisse. Les personnes souhaitant leur rendre un dernier hommage peuvent se rendre au cimetière à partir de 14h. L'ascension jusqu'au cimetière de Clarence se fait sous un soleil parfaitement rond et aveuglant, comme à chaque début de printemps, quand les yeux ont perdu l'habitude de la clarté. Les cimes encore glacées des montagnes alentour se reflètent dans le Léman. Quel autre mot écrire devant ce spectacle glorieux ? Un journaliste n'est pas un artiste. Le cimetière de Montreux, lui, en regorge. Igor Stravinsky s'était mis à fréquenter les bords du lac à l'été 1910. L'exilé russe naviguait entre Paris, la Côte d'Azur, Monte-Carlo, Rome. Sa datcha d'Oustilou, à l'extrême ouest de l'Ukraine, a été transformée en musée. La guerre l'a momentanément fermée en 2022. Comme Madame Stravinsky ne supportait plus le grand froid, la famille avait fini par s'installer en Suisse, près de la gare de Clarence, où le musicien composa plusieurs de ses ballets. Une artère porte le nom de l'un d'eux, rue du Sacre du Printemps, à 2 pas du cimetière. Ce grand espace funéraire est presque un parc floral. D'ailleurs, bichonné par une batterie de jardiniers méticuleux. La taille imposante de ces tombes rappelle l'attrait de la Riviera vaudoise au début du XXe siècle.
Russe blanc, britannique, autrichien, un petit Gotha international est venu vivre et mourir face au lac, et parfois près de son compte en banque. Montreux était alors un refuge pour esthètes. Dans cette allée, un chef de chœur, plus loin, un premier violon, là, l'inventeur roumain de la musique spectrale. Si on rassemblait les œuvres des peintres enterrés dans ce cimetière, on pourrait ouvrir un musée. Avec ces musiciens, former un orchestre symphonique. Il est 14 heures, l'heure fixée par l'avis de décès pour rejoindre les tombes des David Pharaon. Elles ont été creusées au pied d'un cèdre bleu de l'Atlas largement centenaire. Par leur couleur et leur simplicité, elles ne ressemblent à aucune pierre tombale d'un lieu où beaucoup ont tout osé. Buste kitsch d'une chanteuse de bel canto, fresque à colonnes pseudo-doriques, ébauche en marbre de Carrare. Il n'y a ni dalle ni pierre tombale pour les suicidés de Montreux, le nom que la presse leur a donné depuis 1 mois. Seulement 4 stèles blanches à dôme typique, des sépultures musulmanes, 4 silhouettes, comme des mosquées devant leurs carrés de terre meuble, et des épitaphes qui ne parlent de rien. Curieusement, les tombes sont déjà comblées et les cercueils recouverts. Des jarres de géranium et de pélargonium, toutes semblables, ont été déposées sur chacune d'elles. Nous ne sommes guère qu'une quinzaine à attendre. Pas de famille ni d'amis à l'horizon. Pas d'enfants ni de camarades de classe, seulement 4 ou 5 badauds, des fonctionnaires du canton de Vaud, et quelques journalistes. À peine si le glouglou d'une fontaine où patientent des arrosoirs et les trilles des rossignols parviennent à distraire une assistance qui attend, dans un silence de craie, une cérémonie qui ne vient pas. 5 fonctionnaires en costume ajustés finissent par s'avancer pour se recueillir près des tombes. Une couronne de lys blanc a été déposée par des collègues de la clinique de l'Œil où Nargis, la jumelle divorcée et sans enfant, exerçait depuis leur déménagement à Montreux en 2019. Une femme solitaire m'explique qu'elle est venue effacer un remords. Mon voisin est mort seul. Pendant le Covid, sa boîte aux lettres se remplissait. On l'avait remarqué avec le facteur, mais on ne s'est pas assez interrogé. Je ne comprends plus rien à ce qui se passe en ce moment. La terre ne tourne pas rond. Concierge, elle s'appelle Lolita, comme la très jeune héroïne du roman de Nabokov, l'autre gloire de Montreux, dont la tombe de marbre noir, plantée de tuyas, se trouve dans la 3e allée sur la droite. Je le note sur mon carnet pour respecter son injonction aux divins détails. Il est mort des suites d'une chute en chassant des papillons. Meublant la tente, le maire de Montreux, le syndic, comme on dit en Suisse, répond tout bas aux questions de la presse. Pourquoi cette famille française est-elle inhumée à Montreux, où elle n'était installée que depuis 3 ans ? Il chuchote. Cette décision appartient à la famille et nous la respectons. Mais après quelques apartés, le syndic finit par comprendre que la cérémonie n'est pas près de commencer. Le faire-part était un leurre. Les funérailles sont déjà terminées. Les familles David et Pharaon se sont éclipsées dans 2 voitures un peu avant 13 heures. Je peste contre mon erreur de débutante. Se rendre en amont des horaires donnés, c'est le b.a.-ba du métier. Plus avisée, la journaliste du matin a pu croiser les silhouettes des familles à la sortie du cimetière. Elle raconte que l'enterrement a visiblement eu lieu en fin de matinée, conduit par un imam, à l'abri de tous les regards. Selon le responsable des pompes funèbres de la ville, la famille s'est retrouvée, après quelques minutes de recueillement, dans une salle de paroisse adjacente, dont les rideaux avaient été tirés. 15 heures n'ont pas encore sonné au clocher quand notre maigre assemblée se disperse vers la sortie du cimetière. Il ne reste désormais plus que le gardien et le vieux cèdre de l'Atlas pour veiller sur les tombes des 4 étrangers. 2. Une tour d'ivoire. Du promontoire de Clarence, à la sortie du cimetière,
on aperçoit au loin la tour d'ivoire de Montreux. C'est un amer bien connu des plaisanciers du lac, et aussi une curiosité locale. Pourquoi une telle construction de presque 80 mètres dans ce décor de carte postale, au milieu de villégiatures belle époque ourlées de rhododendrons? À l'architecte italien qui l'avait élevé au milieu des années 1960, la ville avait demandé de réveiller Montreux, belle endormie de l'après-guerre, et de lui donner les airs d'une petite Monaco. Il avait alors imaginé cet édifice blanc de 29 étages qu'il avait baptisé Tour d'Ivoire, sans connaître le sens caché de l'expression. La tour devait figurer le cou d'un cygne et les 2 immeubles attenant, les 7 étages, chacun, ses ailes. C'est dans l'un d'eux qu'habitaient les 5 Français au pied du casino. Après l'enterrement, disons après ma visite au cimetière, je retrouve Arnaud, un ami journaliste. Nous nous sommes connus quelques années plus tôt lors d'un reportage et chaque nouvelle occasion de nous revoir me met en joie. Il est curieux, joyeux, poète, toujours enthousiaste. Il a donné rendez-vous sur la terrasse du casino à une vieille connaissance, un chef d'orchestre, ami de Boulez, Michel Tabachnik, qui a créé une 12aine d'œuvres de Yanis Xenakis. Il habite Montreux, il connaît l'âme du lieu, m'explique Arnaud. Tabachnik nous attend, ses cheveux gris sagement peignés de part et d'autre de son front. Je reste là sans penser à rien, à savourer la présence rassurante des montagnes et leur magnifique sérénité, écrivait Chaplin depuis un transat de son manoir des bords du lac. Montreux offre l'un des plus beaux panoramas de Suisse. Face à nous, le Grammont, plus de 2000 mètres d'altitude, et les Jumelles, un couple de sommets voisins. À gauche, les Dents du Midi et le château de Chillon, soit la perspective exacte du tableau de Courbet. Cette affiche qu'on trouve dans toutes les ambassades suisses à l'étranger et les agences de tourisme du pays, sourit le chef d'orchestre. Comme m'avertit le soir même le veilleur de nuit de mon hôtel en planifiant mon séjour dans son registre, Nabokov est resté 1 semaine au Montreux Palace, puis 1 semaine de plus, puis encore 1 année et enfin toute sa vie. Il y est mort. Le spectacle est aussi sur les quais, selon la formule des Montreusiens. Devant nous passe une vieille dame au bras de son fils quadragénaire. Pour l'occasion, elle a sorti ses perles et un manteau vintage. Demain, je la croiserai dans l'un des innombrables salons de thé de la ville avec un béret Chanel épatant sur la tête. Et au bout de la chaînette passée à son épaule, un sac à main en cuir caviar noir matelassé. La vue du balcon sur le lac Léman vaut tout l'argent liquide auquel il ressemble, plaisanta un jour Nabokov sur le plateau d'Apostrophe. Des bribes de conversation parviennent jusqu'à notre table, rarement en français. La ville a toujours été cosmopolite. Il y avait même au tournant du XXe siècle une publication intitulée « Journal et liste des étrangers de Montreux ». Des archives fascinantes. Des listes et des listes d'adresses classées rue par rue et hôtel par hôtel et aujourd'hui digitalisées. Dans les années 1950, un hydravion assurait une liaison directe avec Southampton en moins de 4 heures, rappelle Tabachnik. Son œil pétille sous les lunettes légèrement fumées. On croise aussi des Allemands, des Italiens, des Russes, plus nombreux depuis que Moscou est entré en guerre. Il n'y a que 11% de Genevois à Genève. En Suisse, on vit toujours un peu comme un étranger. Qui note celui qui s'installe? Celui qui s'en va? Qui vous remarque sur les quais? Des hommes âgés se promènent avec de très jeunes filles. Elles prennent la pose sur les pontons du lac ou devant les roues à aube des bateaux. C'est la balade des smartphones. Peu importe l'âge du photographe. Instagram ne le saura pas. Des petites filles en crop tops lèchent leur glace sur les embarcadères. Des vieux messieurs s'enroulent dans les châles prêtés par les palaces pour se protéger d'une soirée encore fraîche. Quoi qu'il y ait un microclimat ici, toujours quelques degrés de plus qu'à Vevey, les montagnes nous coupent du vent. Des perches à selfie se battent devant la statue en bronze de Freddie Mercury, le chanteur de Queen. Lui non plus n'avait su quitter la ville après un enregistrement au Mountain Studio du Casino, en 1978.
Il disait « If you want peace of mind, come to Montreux ». L'ami d'Arnaud est si bavard que le soleil couchant embrase déjà nos Campari. Pour lui, Montreux, c'est le sacre du printemps et Petrouchka, 2 grandes pièces écrites par Stravinsky pour les ballets russes et composées ici. J'ai eu la chance de diriger le Sacre à l'Opéra de Paris, en 1991, avec Nureyev, une aventure merveilleuse. Une amie chorégraphe anglaise avait choisi de reconstituer le décor de 1913, celui créé pour la première au Théâtre des Champs-Élysées. Ce n'était pas évident pour elle. La danse n'est pas un art codifiable, et à l'époque, il n'y avait ni vidéo ni caméra, seulement des schémas, des esquisses, des croquis. Sa chorégraphie s'est écrite à partir d'une histoire à trous, sur laquelle elle a brodé. Il faut bien l'inventer quand on ne connaît pas tout. Un pigeon peu farouche et trop gourmand vient voler des pistaches sur la table où ne scintille plus désormais que le seau à glaçons. Le soleil a maintenant disparu derrière les cimes. Le lac n'est plus qu'une eau noire. Et dans le cirque des montagnes, les dents du midi dessinent tout à coup une mâchoire menaçante. Je lève le doigt vers le dernier étage de l'immeuble posé juste derrière nous. Et d'après vous, Michel, que s'est-il passé là-haut ? « 3. Nous ne savons rien du saut, mais tout des chutes. La sœur jumelle, puis la mère, puis la petite fille de 8 ans, puis le fils adolescent, et enfin le père. Le jour venait de se lever sur le Léman quand les 5 membres de la famille David Feraoun ont sauté dans le vide, les uns après les autres. Il était environ 6h45 du matin. Ce fut comme une pluie de corps depuis le 7e étage de l'immeuble. 5 longues minutes, avec parfois 60 secondes entre chaque saut. À cette heure matinale, Montreux paraissent et personne n'a rien vu. Les seuls témoins, un passant retraité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.